Salut à tous. Bah écoutez, c'est le troisième ouais de la série qui porte cette fois-ci sur la conservation du moment cinétique. C'est des mots qui peuvent sembler compliqués, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on va s'intéresser à la rotation des objets dans le film Gravity. Parce qu'il y a pas mal d'objets qui tournent et on va se poser la question sur certains exemples si ces objets tournent bien. Allez, c'est parti. Hop. Dans ce troisième épisode, nous nous concentrons sur la rotation, comme ceci. Et en fait, on va même se concentrer sur un tout petit bout de scène du film Gravity, où des impacts vont venir taper une navette spatiale qui va être mise en rotation, en foutant un petit peu dans le caca l'astronaute Ryan. Alors on voit que cette rotation a l'air constante et on va essayer de comprendre pourquoi cette rotation est constante et qu'est-ce qui pourrait se passer si on rallongeait le bras, on le coupait ou quoi que ce soit. Alors pour faire ça, on a d'abord besoin de définir quelques outils et surtout un outil. Alors on a besoin en premier de rappeler que deux vecteurs peuvent entre eux se multiplier de la même façon que deux nombres pouvaient se multiplier, sauf que c'est un peu plus compliqué pour les vecteurs, hein. Il existe de façons différentes. Soit vous prenez un vecteur 1, vous le multipliez par le vecteur 2, vous en faites le produit, et en fait vous obtenez un nombre. Ça s'appelle un produit scalaire, hein. Et je ne vais pas détailler plus ce que c'est qu'un produit scalaire. Et soit vous prenez un vecteur 1, vous le multipliez par le vecteur 2, et dans ce cas-là, ça va vous donner un vecteur 3. Et on appellera ça le produit vectoriel. On n'est pas très originaux, mais au moins on comprend, c'est dans le nom du produit. Produit scalaire, produit vectoriel. Le produit scalaire, on l'a un petit peu vu lorsque l'on a projeté la force sur notre élément dl dans le ouais précédent. Donc vous voyez, on reproduit ici un premier vecteur, un deuxième vecteur, projeté sur le vecteur du bas, ça donne ceci, et donc en gros, la valeur du produit scalaire entre ces deux vecteurs, c'est ce gros trait rouge. Vous vous rappelez, l'angle joue un certain rôle ici, puisque ce gros trait rouge peut même avoir une valeur nulle si l'angle entre les deux vecteurs fait 90 degrés. Pour le produit vectoriel, c'est donc non pas un scalaire, mais un vecteur que l'on va obtenir comme résultat du produit. L'outil produit vectoriel a été fabriqué pour lorsque l'on a deux vecteurs dans le plan, qui ne sont pas parallèles entre eux, c'est-à-dire dès qu'ils forment un plan en fait, eh bien on forme un troisième vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, ce vecteur rouge ici. Maintenant, nous allons définir la notion clé qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le moment cinétique. Donc le moment cinétique, et qu'on note grand L, qui est un vecteur, c'est le produit vectoriel du vecteur position et du vecteur quantité de mouvement. Ils sont représentés ici. Alors le vecteur grand L, c'est le vecteur bleu qui pointe dans une certaine direction. On s'intéresse ici à la trajectoire d'un point qui est une trajectoire circulaire autour de ce vecteur grand L. R, c'est le vecteur position depuis l'origine, et P, c'est le vecteur quantité de mouvement. Il y a dans ce mouvement-là un angle droit qui est représenté ici entre le vecteur R et le vecteur P, et par construction, le vecteur L est perpendiculaire au vecteur R et au vecteur P. On rappelle que ce vecteur P, quantité de mouvement, on l'a vu précédemment, c'est m, la masse de l'objet qui tourne, fois la vitesse. Et si on projette ça correctement, là je vais un peu vite, eh bien la norme du vecteur moment cinétique est égale au produit de R par m par v. Maintenant on va se poser une question. On va se demander pour un système donné, comment évolue au cours du temps ce moment cinétique. Alors ça, mathématiquement, c'est de chercher la dérivée temporelle de ce vecteur grand L. Pour faire ça, on applique la dérivée temporelle à ce produit vectoriel. Et comme tout produit, la dérivée d'un produit, vous savez ce que ça donne, hein. C'est le premier terme qui est dérivé fois le deuxième, plus le premier fois le deuxième qui est dérivé. Là-dedans, on reconnaît ici le vecteur vitesse instantanée, le vecteur impulsion CMV, on l'a déjà dit, et ici la dérivée de P par rapport au temps, à confère ce qu'on a fait précédemment. Ça, c'est la somme des forces, c'est le principe fondamental de la dynamique.
Alors là-dedans, le tout premier terme, là, le premier produit vectoriel, en fait est nul, parce que lorsque vous avez un vecteur vitesse produit vectoriel, ce même vecteur vitesse fois une masse, en gros, ça vous donne 0. Hein, les deux sont collinaires, ça fait 0. Donc en fait, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique, c'est juste la position vectorielle, la somme des forces. Mais il se trouve que lorsque le système est isolé, ce qui est le cas dans notre cas, puisque la navette est en chute libre, hein, je vous le rappelle, elle tourne autour de la Terre, mais elle est en chute libre, dans ce cas-là, la somme des forces est nulle, la somme des forces extérieures. Ce qui veut dire que bien, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est R vectoriel 0. Donc R vectoriel rien du tout, c'est rien du tout. Donc la dérivée de L par rapport au temps est nulle. Ça veut dire, vous le savez, que L est une constante. Donc on notera ça, L0. Bien maintenant, revenons 2 secondes en arrière. On avait dit que la norme de L c'était RMV, hein, et du coup on va juste changer un tout petit peu la notation. Au lieu de mettre L, on met L0 pour signifier que c'est une constante. Voyons maintenant de dessus ce mouvement, d'accord. Donc là le vecteur L pointe vers nous, hein, je ne l'ai pas représenté ici. On a toujours en rouge le vecteur position par rapport au centre de la trajectoire, et le vecteur vitesse en mauve. Et bien maintenant, imaginons que l'on arrive à diminuer le rayon. Que va-t-il se passer? Donc je diminue ce rayon. Et bien dans ce cas-là, en vertu du fait que L0 va se conserver puisque le système est isolé, et bien pour avoir L0 égale constante, comme R est plus petit, et bien la vitesse va devoir augmenter pour compenser cette baisse de R et obtenir le même L0. Donc tout simplement, on a une augmentation de la vitesse lorsque l'on diminue le rayon de la trajectoire. Alors la meilleure preuve de ça, c'est le mouvement du patineur. Hein. Lorsqu'il a les bras écartés, il va moins vite, et lorsqu'il ramène les bras près de son corps, vous voyez qu'il va un petit peu plus vite, comme on peut le voir ici, sur ce célèbre patineur français de la fin des années 90. Donc on a compris que lorsque le moment cinétique se conservait, c'était amusant parce qu'on pouvait changer la vitesse en changeant la distance qui nous séparait du point de rotation, du point à partir duquel on tourne. Je détaillerai pas plus. Alors il y a des trucs encore vachement plus rigolos. Imaginons par exemple qu'il y ait un moment cinétique et qu'on ait un axe de rotation qui soit libre, et bien si à un moment donné on arrive à incliner la direction de un de ces moments cinétiques, on s'aperçoit que le système va faire en sorte que le moment cinétique total soit conservé. Ce truc là peut vous sembler amusant, mais lorsqu'on fera de la mécanique quantique dans quelques mois, vous verrez que ce sera très important, cette notion de conservation du moment cinétique total. Mais je m'égare, revenons à nos moutons. Alors là, voyons voir maintenant cette scène de Gravity. C'est juste la suite, lorsque le bras télescopique se détache. Alors là, on a un mouvement qui est assez amusant, et je vous le détaille pas plus que ça, mais ça peut ressembler à ce type de mouvement dans l'espace. Et ce type de mouvement s'appelle l'effet Dzianin-Bikov. J'arrive pas bien à le prononcer. Je vous mettrai des liens dans la description. Vous pourrez voir plus de vidéos et plus d'informations là-dessus. C'est vraiment un effet qui existe. Il y a 3 axes de rotation. Et il y a... Voilà. Ouais, j'ai dit que je vous en parlais pas, donc je vous en parle pas. Bien. On pourrait parler de stabilité, d'instabilité. Bon, j'en ai trop dit. Bien, maintenant continuons avec la fin de la scène qui nous intéresse le plus lorsque l'on entend dans le casque de Ryan, George qui nous dit qu'il va falloir faire quelque chose d'hallucinant. Allez, je vous laisse regarder ça. Dr Stone, détachez-vous. Vous devez vous détacher. Si vous ne vous détachez pas, le bras vous entraînera trop loin. Concentrez-vous sur ma voix. Concentrez-vous sur ma voix. Je perds le contact visuel. Dans quelques secondes, je ne pourrai plus vous repérer. Vous devez vous détacher. Je ne vous vois plus maintenant. Détachez-vous. Houston, j'ai perdu le contact visuel avec le Dr Stone. Mais enfin, il faut se détacher. George, alors écoute, dans le dernier épisode, on a montré que tu t'es, sacrifié pour Podzob, finalement, puisque tu aurais pu rester en vie. Là, c'est comment dire. Alors on va faire ça de façon politiquement correcte, histoire de ne pas en dire plus que ça. Mais en gros, là, Ryan est en train de tourner. Donc à un moment donné, elle fait face à la Terre, puis elle fait dos à la Terre, puis elle fait face à la Terre, puis elle fait dos à la Terre, etc. Vous avez compris, c'est chiant d'aller jusqu'au bout. Mais si elle se détache
alors qu'elle fait dos à la Terre, qu'est-ce qu'il va se passer? Comme elle est dans un système isolé, la somme des forces égale 0, elle coupe. En vertu du premier principe, eh bien, il n'y a plus de forces qui a priori vont agir sur elle, en tout cas sur le temps très court qui nous intéresse, et ben du coup, elle va filer avec une vitesse constante, en ligne droite, tranquille, en s'éloignant un peu de la Terre. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée. Il faut qu'en plus, elle synchronise la façon dont elle se détache. Donc c'est n'importe quoi là ce qu'il a dit. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Enfin bon, écoutez, tant qu'on y est, voilà. Hein. Gravity, il y a des trucs bien et il y a des trucs moins bien. Bon, ça fait partie des trucs moins bien. Voilà, voilà. C'était le 3e Ah ben ouais consacré à l'étude en finesse du film Gravity que je vous avais présenté dans le Mekwakes numéro 4. Là, on va dire qu'il est très probable que je n'en fasse pas de 4e dans la série, mais que je passe à un nouveau Mekwakes sur un nouveau film. Bon, ouais, ce sera sans doute après les vacances scolaires que je vous ferai ça. Mais vous inquiétez pas, en fait, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Hein, donc, vous inquiétez pas, c'est déjà en cours d'écriture. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis encore une fois de ne pas oublier de rester critique. Et surtout, si ça vous a plu cette fois-ci, n'hésitez pas à partager, faire connaître la chaîne. Il y a une mouche qui vient de passer devant l'objectif, je sais pas si on le verra au montage ou pas, mais c'est pas grave, on va regarder au montage si on voit la mouche passer. Si on n'a pas vu la mouche passer, c'est formidable, je viens de faire un truc pour rien comme ça. Et je parle, oui, je pense que je pourrais faire le marché le matin. Il est beau mon poisson madame, il est beau, il est frais, oui, vous pouvez l'acheter. Monsieur aussi, ça vous intéresse, une morue monsieur, oui, vous la voulez salée, dessalée, vous la voulez comment? Vous la voulez pas? D'accord, pétage de câble. Non, parce qu'en fait, je finis ma journée là et je suis claquard à ramasser, dingue. On l'a fait. Donc si jamais vous avez des idées très ponctuelles pour continuer sur le film Gravity, sur un point en particulier qui vous semblait très puzzling, vous pouvez toujours me soumettre votre requête et je verrai si je peux en faire quelque chose ou pas. Hein, voilà, on est comme ça. Dites-le moi et puis on verra.